On a parlé plus tôt aujourd'hui de la nécessité d'influencer et pour qu'influencer, il fallait être capable de mobiliser sa base. Aujourd'hui, tout comme dans le passé, mais peut-être encore plus, pour se faire remarquer, pour se distinguer et se donner une force de frappe, on doit être en mesure de pouvoir démontrer que nous n'agissons pas au nom d'un groupe abstrait, inexistant ou éphémère, et que nous rassemblons et que notre existence est fondée sur un groupe de population qui adhère aux principes et aux objectifs qu'on poursuit. On doit être capable d'en faire la démonstration à l'occasion. On ne cherche pas nécessairement à les mobiliser à tout instant, dans toutes circonstances, mais on doit être capable de le faire et de le démontrer à l'occasion. À l'ère numérique, mobiliser, ça prend une autre tournure. Et la mobilisation peut s'exprimer de différentes façons. Ce n'est pas juste de mobiliser, d'interpeller des gens à descendre dans la rue, mais ça peut être aussi de mobiliser, d'interpeller les gens à souscrire à une campagne d'appui à un projet. Ça peut être une campagne qui vise à soutenir des individus dans une situation de détresse. Ça peut être toutes sortes de raisons comme celle-là, ou ça peut être aussi des gens qu'on veut garder au fait, les informer, les tenir renseignés de ce qui se passe au moyen de différents outils de communication, y compris les réseaux sociaux. Au fil des dernières années, les réseaux sociaux ont pris une importance importante dans la vie des gens, dans nos vies, et deviennent des instruments de socialisation essentiels et importants. Regardons un peu ce qu'il y en est. Dans un premier temps, on va parler, parce que l'élément clé, la première chose clé que vous devez garder à l'esprit, c'est la gestion, l'organisation de vos données et la gestion de vos données dans le contexte de mobilisation à l'ère numérique. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'atelier, c'est que vous compreniez l'importance d'une gestion proactive de vos listes de diffusion, de même que les possibilités des technologies de l'information qui permettent de le faire. On veut aussi être en mesure d'évaluer les besoins de ce côté-là, mais il y a aussi un aperçu des possibilités qu'offrent les différents médias sociaux pour mobiliser ses sympathisants. La base de données dans une organisation associative, c'est un peu votre fonds de commerce. C'est l'élément clé qui vous permet d'organiser, d'informer, de mobiliser et de gérer. Aujourd'hui, des outils sophistiqués sont sur le marché pour pouvoir aider les organisations à réunir, structurer et organiser l'information qui leur a été confiée, l'information qu'ils gèrent. Souvent, on utilise ce qu'on appelle les logiciels de gestion des contacts, des CRM, connus en anglais, Customer Relation Management. Et en tant que responsable associatif, il est important que vous sachiez que les grands gens qui gravitent autour de vous, que vous êtes à mesure de communiquer et d'interagir avec eux autres de façon efficace. Parfois, on est obligé de mobiliser rapidement et des bonnes bases de données peuvent être des outils importants dans cette démarche-là. Que ce soit qu'on ait puisé l'information à partir de des gens qui ont participé à l'événement, qui se sont inscrits ou adhérés, qu'on porte à modifier les données avec différentes mises à jour qui se font, qui ont effectué des paiements en ligne. Ce sont tous différents outils qui permettent de pouvoir constituer votre base de données que vous avez déjà, dans bien des cas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, avez-vous les bonnes données? Vous souhaitez peut-être vouloir relancer par courriel les adhérents de l'année dernière qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion. Évitez vos grands partenaires ou des donateurs des dernières années
et les nouveaux membres de l'année, un cocktail pour se familiariser, les informer sur ce qui se passe. Si on était en groupe aujourd'hui, on aurait procédé à l'exercice qui est proposé ici, mais je vous la pose plutôt pour que vous puissiez y réfléchir et voir quel genre de réponse que vous allez pouvoir donner. Quelles sont les données dont vous avez besoin? Et, dans votre organisation, est-ce que vous êtes en mesure de rassembler et d'utiliser toutes vos données facilement, efficacement? Les types d'informations que vous avez besoin, ça peut dépendre du type d'intervention que vous voulez faire, mais ces personnes-là ne sont pas juste mises dans une banque de données à une fin spécifique avec un projet unique. Donc, il y a peut-être une collecte d'informations plus générale qui va être souhaitée pour les gens qui sont dans votre base de données. Croyez-vous que votre organisation a les outils voulus pour rassembler et utiliser ces données-là facilement? Trop souvent, à l'intérieur de nos organisations, nos outils qu'on a, on utilise trop souvent encore Excel comme outil pour gérer des bases de données. Ce n'est pas un outil efficace de gestion efficace des données. Pourquoi? Parce que tout le monde peut utiliser un fichier. On ne sait jamais qui a la version la plus à jour. Et les modes de recherche qui sont applicables ne sont pas nécessairement les plus efficaces et les plus utiles. Et la confidentialité des informations est aussi sécure que la sécurité de votre réseau interne de l'organisation. Il faut donc pouvoir, en se posant cette question-là, se dire, on gère nos informations d'une façon quelconque, mais est-ce qu'il y a une façon plus efficace? Il m'a été possible de faire appel dans la dernière année à un certain CRM pour entreprendre une campagne de mobilisation et qui permet de constituer une base de données et qui facilite l'interaction qu'on peut avoir subséquemment avec ces individus pour les amener dans une démarche soutenue qui les intéresse par ailleurs. Les 10 éléments suivants sont des éléments qu'on pourrait qualifier de méthodes de fonctionnement qui vont aider à assurer une gestion efficace de vos listes et des CRM. Nous suggérons fortement l'établissement dans les organisations d'un CRM. Nous sommes fort conscients que l'implantation d'un CRM dans les organisations est souvent difficile parce qu'elle exige de la part de tous et de toutes de modifier ses méthodes de travail. Ça exige aussi que les informations sont désormais regroupées sous une forme centralisée et que chaque individu qui contribue, en fait, son réseau de contacts devient le réseau de contacts de l'organisation parce que les informations, ils sont toutes incluses. Ça oblige aussi à ce que les informations qu'on y insère soient à jour et qu'on soit constamment à jour à ce niveau-là. Sauf que ces outils-là qui nous demandent de modifier nos méthodes de travail, nos comportements et nos façons de faire, nous offrent énormément de potentiel sur différents plans. Beaucoup des CRM qui sont conçus l'ont été pour des entreprises, pour le secteur privé, ce qui n'est pas toujours plus convivial quand on est dans un contexte d'organisation à but non lucratif, des organisations qui n'ont pas, dont la mission première n'est pas la même, n'est pas lucrative et n'est pas la même que des entreprises le sont, et que la relation qu'on veut établir avec nos interlocuteurs n'est pas la même qu'une entreprise qui veut avec des clients. Et par conséquent, on sait que les types de champs d'information qu'un CRM peut fournir dans ce cas-là ne collent pas entièrement aux besoins et ne reflètent pas la réalité de notre environnement. Mais il existe des
CRM qui ont été conçus spécifiquement pour des organisations à but non lucratif, des organisations qui entreprennent des activités de mobilisation, des activités de recrutement, des activités de levée de fonds, etc. Donc, ces outils-là, il y en a plusieurs et une petite recherche sur Internet peuvent permettre d'identifier certains, puis après ça, les évaluer sur la base de ce qui peut avoir été des commentaires en ligne. Je relève l'attention sur 3 de ces outils-là qui peuvent être d'intérêt, dont un que j'ai pu faire l'usage dans la dernière année. Le MS CRM, qui est la solution qui est proposée par Microsoft. On peut faire une recherche sur Internet, voir comment ça regarde. Udonet, qui peut être configuré pour les OBNL, qui est un produit disponible en français aussi. Et un troisième que j'ai utilisé dans la dernière année, CiviCRM. C'est un outil mis sur pied par le National Democratic Institute des États-Unis et qui est au service de des institutions à l'international, des OBNL qui agissent dans le monde de la démocratie, dans le monde de l'engagement citoyen dans la société. Et ils ont une multitude de fonctions qui permettent de monter des bases de données, de faire des campagnes de mobilisation, de faire des campagnes de levée de fonds, de faire des efforts d'information, de dissémination d'informations, toute une panoplie d'outils intéressants pour pouvoir faire une mobilisation, ce qui m'a été permis d'utiliser dans la dernière année. Le seul élément qui est peut-être l'outil comme tel est gratuit, sauf que, contrairement à d'autres, il nécessite d'être mis dans une interface avec un site web. Donc, ça requiert un certain montant de programmation, de codage pour l'implanter et l'intégrer dans un site web que vous utilisez et qui permet à ce moment-là de capturer, d'intégrer certaines fonctionnalités à même votre site qui peut servir aussi d'outil pour mobilisation. Si on regarde la liste des pratiques qu'on pourrait qualifier d'être utiles, la première, c'est qu'on pourrait nommer un responsable de la base de données. Il ne s'agit pas nécessairement de la personne seule personne qui va l'utiliser, mais la personne dont la responsabilité sera d'en assurer la coordination, qui en est un peu la personne qui la gère. Et ce n'est pas nécessairement une fonction technique, mais qui peut aussi voir à la formation des usagers, de ceux pour s'assurer que les gens savent bien utiliser l'outil et que tous possèdent les mêmes habiletés de ce côté-là. De voir à faire une gestion des données et de déterminer quelle est la qualité des informations qu'on a recherchées ou qu'on veut rechercher et la quantité d'informations qu'on pourrait y obtenir. Le deuxième élément, c'est de mettre en place des procédures. Il faut s'assurer que tous ou toutes qui ont un accès à votre base de données, à votre liste sur CRM ou vos bases de données, agissent selon tous en fonction des mêmes protocoles. Que ce soit en fonction de la modification des informations ou de l'uniformité des données qui sont récoltées. Et donc, à cette fin, il faut que les procédures puissent être claires et des instructions pour tout le monde communes. Il en va de même aussi pour des règles de saisie, pour que, en fait, la maquette de votre base de données puisse être un instrument que tout le monde interagit avec et le fait de façon conviviale. Assurez-vous que toutes les personnes habilitées à mettre à jour la base de données ont bien été formées pour ce faire. Le détenteur, la personne qu'on disait tantôt qui est responsable
détenteur de la base de données doit pouvoir contrôler l'intégrité des données, la sécurité des données aussi. Normalement, les protocoles de sécurité sont définis avec la recherche et l'obtention d'un CRM. Vous êtes en mesure de pouvoir les paramétrer. Identifier les membres de l'équipe qui commettent régulièrement des erreurs. Ce n'est pas nécessairement pour les prendre à partie, les punir. C'est vraiment pour pouvoir travailler à corriger des éléments qui vont faire en sorte que le contrôle de l'information par la suite va être difficile à saisir. Donc, c'est vraiment une fonction de pouvoir les appuyer pour améliorer le rendement que de vraiment vouloir faire des récriminations ou des reproches. Il faut que la base de données soit mise à jour régulièrement, sinon en continu, ce qui est l'idéal. Il faut que vous ayez des mécanismes qui sont en place aussi pour faire des sauvegardes régulières de la base de données, parce que c'est votre outil, c'est votre fonds de commerce, c'est votre outil indispensable qui vous rend pertinent. Donc, assurez-vous que avec le nuage aujourd'hui numérique, il est possible de pouvoir héberger ces sauvegardes-là sur des plateformes en ligne virtuelles qui sont protégées. Évidemment, sécuriser vos mots de passe, c'est une question de sécurité, et voir à en faire des changements, des rotations fréquentes. Et comme 10e conseil, passez-vous d'Excel dans cette tâche, outil peu fiable. Lorsque vous avez votre base de données, vous allez vouloir intervenir sur les réseaux sociaux en complément de votre base de données. En fait, votre intervention sur les réseaux sociaux a aussi pour objectif de bonifier votre base de données. Parce qu'on sait très souvent qu'à l'intérieur des réseaux sociaux comme Facebook, le jour où Facebook décide de vouloir supprimer votre compte, ces informations sont perdues. Donc, à l'intérieur de vos interventions et de vos stratégies d'intervention sur les médias sociaux, une partie de votre approche devrait être de pouvoir faire en sorte que les gens à qui vous lancez un appel à l'action puissent revenir vers vous pour vous donner des informations qui puissent vous permettre d'emmagasiner leurs données. La perte de votre compte Facebook, par exemple, va faire en sorte que vous pourrez vous faire reculer d'une façon importante par rapport à vos interventions. Donc, l'objectif doit être de capturer les informations pour les ramener dans votre base de données. Il y a plusieurs réseaux sur les réseaux sociaux et on sait aujourd'hui qu'ils jouent un rôle important. Mais il faut aussi pouvoir déterminer les réseaux sociaux auxquels on va faire appel en fonction des objectifs que vous poursuivez. Aujourd'hui, on sait que Facebook est le réseau social le plus fréquenté, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 23 millions de Canadiens. On sait aussi par contre que Facebook commence à devenir l'outil de la génération des 30 ans et plus. Les gens qui sont en usage de Facebook depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et l'évolution démographique de la clientèle de Facebook commence à évoluer sur un plan un peu plus âgé. Si on va aller vers les clientèles plus jeunes, on sait que, par les temps qui courent, Instagram est l'outil privilégié pour les attirer. On sait aussi que d'autres outils de réseautage social, comme LinkedIn, est un outil qui sert beaucoup avec une fréquentation de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 12 millions de Canadiens. Mais que le profil de cette clientèle-là vraiment repose sur le fait que ce soit des professionnels, des gens d'affaires, et c'est cette clientèle qu'on souhaite attirer avec une démarche, une stratégie de mise en place sur LinkedIn. Quels sont d'autres outils? Évidemment, Twitter en est un principal. On sait qu'il y a 328 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde sur Twitter. Et 37% des Canadiens
avait un compte en 2016. Twitter, outil par excellence pour rejoindre les influenceurs. C'est sur Twitter que ces personnalités-là arrivent à prendre de l'importance et sont en mesure de communiquer rapidement, efficacement pour faire rayonner leurs idées. Pinterest est un autre outil qui peut être utilisé. Nombre de 175 millions d'utilisateurs par mois et que 31% des Canadiens ont un compte. Par contre, comme beaucoup de Canadiens qui ont des comptes, Pinterest semble être parfois une plateforme où est-ce qu'un compte est créé pratiquement d'office à cause d'autres fonctionnalités auxquelles on fait, d'autres plateformes qu'on utilise dans d'autres circonstances. Instagram, comme on le disait tout à l'heure, reste l'outil privilégié si vous tentez de rejoindre une clientèle plus jeune. Avec ses 700 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde en 2017, 8,5 millions de Canadiens, ça reste un outil très bien ciblé vis-à-vis des populations de 30 ans et moins. YouTube, quoi dire de YouTube? Ça reste une plateforme très utile pour héberger, diffuser, stocker des outils de vidéo qui peuvent prendre différentes formes, qui soient des outils de formation, des outils d'information, des outils ludiques, et de tout genre, et même des outils de mobilisation. Il y a quand même un grand nombre d'utilisateurs dans le monde qui rejoint des chiffres comparables à ce que Facebook a, avec ses 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Souvent, on est sur YouTube sans s'en rendre compte parce que le visionnement de vidéos est tellement fréquemment redirigé vers cette plateforme. 75% des Canadiens avaient un compte en 2016. Il faut pouvoir déterminer la ou les plateformes qui vous conviennent pour vos campagnes de mobilisation. Vous pouvez décider d'en utiliser une parce qu'elle correspond au profil de clientèle que vous voulez rejoindre, ou vous pouvez décider d'en adopter 2, 3, selon les clientèles encore que vous choisissez. Chacun offre des fonctionnalités payantes, comme Facebook Business, pour créer des pages et s'en servir à des fins pour s'attirer un public. Et à ce niveau-là, ça peut être particulièrement utile avec des coûts d'investissement qui sont parfois modestes, plutôt modestes. L'importance lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est d'être actif. L'inactivité va finir par créer du désintérêt. C'est l'activité elle-même qui finit par stimuler. Mais l'activité avec des contenus d'intérêt selon le profil des groupes clients que vous voulez rejoindre. Que ce soit par la promotion de certains webinaires, que ce soit par l'offre de concours, le livre numérique, ça peut prendre différentes formes pour attirer les clientèles et les amener vers vous. Les outils tels que Facebook Business offrent aussi plusieurs instruments de mesure, des indices qui vous permettent de mesurer l'efficacité de vos investissements, le retour sur investissement que vous obtenez par rapport à telle initiative ou telle autre. Et à ce niveau-là, les détails qui sont proposés sont quand même assez... chacune des plateformes vous fournit une démarche très bien expliquée et vous permet d'arriver à cibler spécifiquement vos besoins par rapport à les stratégies que vous voudriez mettre en place. On propose que vous modifiez vos contenus à tous les 2 jours
question de garder l'intérêt, de modifier et de varier vos contenus. Dernière chose dont je voudrais aborder serait, ou un des avant-derniers points, c'est de pouvoir revenir sur un élément qui est important à tenir compte dans toute constitution et gestion de bases de données, qui est la loi antipourriel C-28 canadien qui est adoptée en 2014. Il faut en être conscient de ces tenants et aboutissants de cette loi-là pour pouvoir vous assurer que la cueillette, la collecte et l'emmagasinage et l'utilisation des données que vous faites répondent à des critères qui sont indiqués dans la loi. L'absence de répondre à ces critères-là pourrait être coûteuse pour toute organisation. Et puis, ce que fait la loi C-28, en fait, c'est qu'elle régit tout type de message électronique à caractère commercial qui a été envoyé à une adresse électronique, que ce soit un courriel, un SMS ou un message sur les réseaux sociaux. Donc, ça couvre même les réseaux sociaux. La loi définit le caractère commercial du message comme suit. Tout message électronique permettant de conclure raisonnablement à la promotion d'un produit, d'une personne, d'un service ou d'une opportunité d'affaires, qu'il y ait ou non des attentes de profit. Depuis 2014, il faut que vous ayez le consentement des personnes que vous avez dans votre liste de base de données. Ce consentement doit être exprès ou tacite pour que vous puissiez leur envoyer des messages de nature commerciale. C'est quoi la différence entre le message tacite et exprès? Bien, lorsque la personne vous donne son consentement à recevoir des communications, par exemple un abonnement à votre infolettre à partir de votre site web, c'est un consentement exprès. La personne agit et donne son consentement à ce que vous puissiez collecter, emmagasiner, utiliser les informations qu'il vous a fournies. Lorsque vous pouvez faire la démonstration avec une relation d'affaires, avec une personne sans que celle-ci vous ait donné son consentement exprès pour recevoir ces communications, il s'agit alors d'un consentement tacite. Donc, il est important de garder en ligne de compte ces exigences par rapport à la loi de antipourriel. Dans toute la cueillette d'informations que vous fassiez, des informations à partir des réseaux sociaux ou à partir de votre base de données. En terminant, il y a peut-être 10 choses qu'on pourrait vous dire qui sont à faire. Certains, ils ont déjà été dit, mais on va juste les répéter de façon concise. Adaptez vos messages, vos activités des médias sociaux à vos objectifs d'affaires et à votre public cible. L'important, c'est d'élargir votre auditoire en offrant des contenus utiles, intéressants et à valeur ajoutée. L'unicité de votre contenu est garante de votre succès dans la mesure que si vous créez des contenus sociaux qui se démarquent de vos concurrents, c'est celle qui va retenir l'attention. Toujours être respectueux, respecter un décorum dans vos interactions avec vos amis en ligne. On sait que parfois, il y a des dérives parce que la nature des réseaux sociaux, c'est que les réactions sont spontanées et peuvent susciter des réactions à vif. Mais l'important, c'est de garder le décorum, de rester respectueux, d'éviter de sombrer dans les dérives. Continuez d'écouter ce qu'on vous dit de vous, de votre organisation et de votre secteur d'activité. Les réseaux sociaux nous permettent de prendre un pouls intéressant sur ce qu'on pense de nous. Soyez patient. Comme toute relation, le temps est un gage de succès sur les médias sociaux.
Ça peut décoller lentement. Pas tout le monde peut décoller avec 50 000 vues dans l'espace de 24 heures pour un projet quelconque. Mais le travail soutenu à faire amplifier votre portée va finir par se donner des résultats qui sont multiplicateurs. Il ne faut pas faire de vente agressive et ne soyez pas insistant. Laissez plutôt les gens venir à vous. Un abonné actif est plus susceptible de voir son like converti. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Soyez aimable et authentique. Les médias sociaux servent à établir des relations. Ça reste un lieu relationnel. La pire erreur qu'on peut faire, c'est de créer un compte Facebook, une page Facebook ou un compte Twitter sans l'avoir pensé préalablement, sans l'avoir réfléchi. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'il doit communiquer? Qu'est-ce qu'il doit avoir de l'air? Ça pourrait s'avérer un investissement qui ne portera pas de fruits et qui aura été fait en vain. Tenez-vous-en à ce que vous connaissez. Restez dans vos champs d'expertise. Ne publiez pas des informations ou ne relayez pas des informations sur des contenus que vous ne connaissez pas ou pour cet effet qui pourrait être inapproprié. Si vous devez faire des placements publicitaires sur les réseaux sociaux, il est toujours important de garder à l'esprit d'identifier la plateforme qui vous convient le mieux, comparer les prix, établissez combien vous êtes prêt à investir pour une stratégie. Utilisez les publications payantes dans le cadre de votre stratégie de recherche d'adhérents. Faites la promotion de concours, de webinaires ou de livres numériques pour ajouter des adeptes à vos listes de courriels et établir un lien avec eux. Il faut déterminer si ça vous rapporte, si vous en avez pour votre argent. Veuillez à utiliser les indices de mesure des résultats qui sont disponibles sur les différentes plateformes. Bref, les réseaux sociaux sont devenus un environnement, toutes les technologies d'information sont devenues des outils puissants qu'on peut utiliser à des fins de mobilisation pour mener différents types de campagnes et pour soutenir les activités que vous avez à mener. Il s'agit de bien déterminer des outils qui correspondent à vos besoins, de faire des investissements judicieux, de pouvoir se donner des outils pour collecter les informations dont vous avez besoin pour bâtir vos bases de données, vos listes de diffusion les plus performantes que vous pouvez obtenir. Et c'est avec ces outils que vous pouvez rehausser votre positionnement quand vient le temps de faire valoir vos projets, vos idées auprès des instances décisionnelles, des instances gouvernementales. J'espère que ces ateliers vous ont été utiles. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir.